Donc, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le Dialogue mondial pour l'alternative systémique, les droits à la vie des migrants. Un grand merci à nos intervenants qui nous rejoignent des trois différents continents, d'Europe, du Maghreb et de l'Afrique subsaharienne. Nous l'avons vu aussi dans d'autres webinaires et plus en général, la crise mondiale, cette crise sanitaire, un impact encore plus fort sur des populations les plus précaires. Parmi ces populations plus précaires, clairement, nous voyons les migrants, les réfugiés, les demandeurs d'asile. Cette précarité devient encore plus flagrante quand on se déplace vers les frontières, dans les centres de rétention, dans les lieux d'internement plus en général, dans les campements informels, dans les ghettos où sont exploités les milliers de travailleurs saisonniers étrangers. Face à ces situations, peu d'États, et de façon assez limitée, ont fait des propositions pour assurer à tout le monde une forme de protection. Et donc, au contraire, face à cette inertie des nombreux États, la société civile a fait des appels pour demander des mesures de régularisation, pour demander une vraie prise en charge de la part des États des migrants, pour assurer à tout le monde des droits économiques et sociaux, pour assurer à tout le monde les droits à la vie, trop souvent bafoués à nos frontières dans tous les différents continents. Je ne vais pas plus avancer dans cette intervention, dans cette introduction, parce que, comme je le disais, nous avons la chance de pouvoir échanger avec des acteurs du terrain, des personnes qui sont présentes sur le terrain, et notamment pour ce qui concerne un état des lieux de la situation au Maghreb, nous avons la chance d'avoir parmi nous Shadia Arab. Shadia, elle est chercheuse au CNRS, à l'Université d'Angers, mais elle est aussi très active dans les domaines de la société civile. Elle est notamment très engagée dans la dynamique FSMAG sur les thématiques de la migration. Elle est vice-présidente du FORIM, les forums des solidarités internationales issues de la migration. Nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous, pour parler du continent de l'Afrique subsaharienne et notamment du Mali, Ousmane Diarra, président de l'association malienne des expulsés. Enfin, j'ai le plaisir de vous présenter Filippo Miraglia, responsable de migration et asile de l'association italienne Arci, très actif notamment dans les domaines de l'accueil, de la protection, mais aussi dans des luttes continues pour qu'il y ait un vrai respect des droits fondamentaux des migrants, que ce soit à Lampedusa, que ce soit à Milan, que ce soit sur tous les territoires italiens. Donc, l'idée, c'est de pouvoir avoir un débat les plus possible dynamique. Donc, je vais poser quelques questions à nos intervenants, à qui je demande encore une fois d'être brefs dans leurs réponses, pour ensuite avoir la possibilité d'un peu de temps pour les questions du public. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer avec un état des lieux. Quelle est la situation dans les continents et notamment dans les pays sur lesquels vous travaillez? Quelles sont les propositions faites par les gouvernements? Et là, je m'adresse directement à Shadia Arab pour la première question. Quels ont été, on a vu quand même des petits pas faits en avant par les Maroc et la Tunisie. Ils ont pris des mesures, elles ont été très limitées. On a vu aussi en Algérie qui semble même pas se rappeler de la présence des migrants, des réfugiés, des demandeurs d'asile sur son territoire. Quelles sont finalement ces mesures qui ont été prises? Quelles sont ces limites? Et Shadia, je te demanderai aussi de dire quelles sont les propositions, les nombreuses propositions qui ont été faites par la société civile, qui a relayé beaucoup de propositions fondamentales dans de nombreux appels. Shadia, je te laisse la parole. Effectivement, excusez-moi, mon micro était coupé. Donc, juste pour vous dire merci à Sarah pour cette présentation et très heureuse d'être parmi vous pour ce débat. Rappeler rapidement d'abord les mesures qui ont été importantes, hein, tu l'as très bien dit dans le questionnement, sur la Tunisie et le Maroc, mais aussi des revendications importantes qui émanent de la société civile algérienne qui est très active aussi.
D'abord, au Maroc, par exemple, l'état d'urgence, il a été émis de manière très tôt, en même temps que les pays d'Europe. Le confinement est très strict, en Tunisie également, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de déplacement entre les villes. Les vols internationaux ont été arrêtés, les transports en commun. Il y a eu la mise en place d'un comité de pilotage pour réfléchir à l'avancée de cette épidémie. Un certain nombre de mesures sociales, c'est peut-être le plus important à dire, qui ont été mises en place par la Tunisie et par le Maroc. Pour le Maroc, deux mesures importantes. D'abord, 1 milliard d'euros qui ont été débloqués pour remettre sur pied le système sanitaire qui sont très fragiles dans les pays du Maghreb, mais aussi une mesure sociale pour accompagner les plus démunis, dont les migrants font partie. Donc, on espère que cet accompagnement financier va se faire aussi auprès des migrants, puisque cet accompagnement des plus pauvres, il se fait essentiellement pour les gens qui sont rattachés au RAMEL, donc la couverture médicale, et aussi tous ceux qui travaillent dans le milieu informel. Comme vous le savez, les migrantes et les migrants font partie de ces gens qui sont dans un travail très précaire, les commerçants ambulants, dans les chantiers, dans l'agriculture, et donc ça pose trois questions pour la problématique des migrants. Les difficultés qui les concernent principalement, c'est d'abord la question du confinement pour des personnes qui travaillent à l'extérieur de manière très précaire, de la mendicité, de l'informel, mais aussi tous ceux qui sont malades du Covid-19, on ne sait pas comment, s'ils sont diagnostiqués, s'ils sont bien pris en charge. Et puis il y a une troisième question qui est soulevée par la société civile, c'est la question du logement, de l'hébergement, parce qu'aujourd'hui, ces migrants et ces migrantes sont souvent dans des quartiers populaires pauvres, dans des promiscuités très importantes, dans des lieux très exigus, avec des personnes nombreuses dans les appartements. Et donc ça permet, ça oblige à retravailler aussi la question des loyers, parce qu'il y a beaucoup d'expulsions de la part des bailleurs. La société civile, elle s'est fortement mobilisée, que ce soit en Tunisie ou au Maroc. Alors au Maroc, on a le GADEM, qui est le groupe antiraciste d'accompagnement et de défense, qui a demandé un moratoire sur la loi 0203, qui est la loi qui régule le droit des étrangers, le droit du séjour aux étrangers, qui est plutôt criminalisante, hein. Et donc un certain nombre d'inquiétudes ont été remises dans ce moratoire, la question du logement, la question des expulsions, la question d'obtenir des autorisations, des dérogations pour sortir, faire des courses tout simplement, ou pouvoir travailler, la question des discriminations, parce qu'on sait que les migrants et les migrantes sont touchés de plein fouet par des arrêts abusifs, par des déportations, par des déplacements forcés. On a aussi l'Association marocaine des droits humains qui a alerté sur les questions sanitaires. En Tunisie, les mesures qui ont été prises par le gouvernement sont quasi similaires à celles du Maroc, mais on a aussi des revendications plus précises. Je voudrais donner un exemple pour la Tunisie avant de donner l'exemple algérien et m'arrêter là. On a eu une délégation de plusieurs membres de la société civile, des associations, des syndicats, qui ont eu une rencontre avec le ministre des Droits de l'Homme et qui ont fait plusieurs réclamations, revendications. Je pense notamment au centre de rétention d'El Wardia, qui est un centre de détention qui accueille une cinquantaine de migrants aujourd'hui. Et la société civile tunisienne a demandé le relâchement de ces détenus et de déclasser ce centre en un centre d'hébergement et d'orientation, comme il se doit pour un État de droit. Une autre réclamation a été celle des réfugiés qui sont aujourd'hui à la Marsa, qui sont aussi des demandeurs, une trentaine de demandeurs d'asile, et pour qui la demande aujourd'hui n'est pas traitée. Et donc la demande de cette société civile auprès du ministère, c'est de justement traiter au plus vite ces demandes d'asile, mais aussi de régulariser leur situation afin qu'ils puissent séjourner régulièrement. Donner l'exemple de l'Algérie, c'est plus complexe parce qu'on a moins d'informations, même si la société civile est très présente. Et vraiment, je remercie tous ceux qui nous envoient des informations là-dessus. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué d'avoir des informations dans un État où, il ne faut pas l'oublier, qui est traversé par un mouvement social sur du halak et qui est en confinement important. L'Algérie fait partie des pays du Maghreb et d'Afrique qui est le plus touché aujourd'hui sur le Covid-19. Donc je pense que la situation migratoire, elle est encore plus catastrophique, et sans parler de la Libye. Je m'arrêterai là peut-être et peut-être compléterai par la suite et par les questions qui vont venir pour laisser la parole aux autres.
Merci beaucoup, Shadia. Tu as touché par ailleurs vraiment des sujets fondamentaux, des sujets qui sont absolument d'actualité, pas que au Maghreb, mais aussi en Europe. Et parlant d'Europe, je passe la parole à Filippo Miraglia de Arci. On a entendu parler de la proposition du Portugal. Vraiment, dans ces heures-là, on a entendu aussi parler de la part du gouvernement italien des mesures de régularisation. Quelles sont les mesures mises en place à niveau européen et notamment italien? Où sont les limites et quelle est la proposition qui vient de la société civile pour améliorer et obtenir une vraie protection des droits des migrants, demandeurs d'asile et réfugiés dans ces temps de pandémie? Bonjour et merci, bonjour Sarah et bonjour à tout le monde. Donc en Italie, comme presque partout en Europe, la société civile est en train de demander des régularisations d'immigrés parce que, comme beaucoup des intellectuels, et des journalistes et des analystes le disent, on n'est pas tous égaux devant la crise du Covid-19. C'est-à-dire que beaucoup de monde en face de cette crise n'est pas dans les mêmes conditions. Et donc, surtout parmi les gens qui travaillent dans des conditions de précarité et ou qui sont sans permis de séjour, sans papier, il faut savoir que la condition qu'ils vivent doit être prise en charge par la communauté. Et la principale de cette condition, c'est la condition juridique. Et donc, la régularisation, par exemple, en Italie, c'est au centre d'une bataille que la société civile, ça fait longtemps, qui essaie d'amener avant le gouvernement, mais maintenant, sur cette proposition de régularisation, on a une discussion entre ceux qui veulent arriver à la régularisation de manière instrumentale, comme on peut dire, c'est-à-dire pour avoir la régularisation seulement dans certains secteurs de la production, ce qui est qui va un peu sur la ligne de l'alimentation, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans l'agriculture et surtout dans l'agriculture. Nous, on dit que les régularisations sont toujours de bonnes nouvelles, mais qu'il faut avoir une régularisation qui permet à tout le monde d'avoir un permis de séjour. Parce qu'on sait déjà, en Italie, on a eu de 1986 jusqu'au 2012, on a eu 7 régularisations et toujours les conditions que les gouvernements ont posées pour avoir accès à la régularisation ont produit de la corruption. C'est-à-dire que tous les gens sont obligés à acheter des papiers pour avoir la condition pour l'accès à la régularisation. Donc notre bataille, mais ce n'est pas seulement en Italie, je crois que presque partout dans l'Europe, la société civile demande ça, c'est d'avoir une forme de régularisation la plus large possible qui permet à tout le monde d'avoir un permis de séjour. Et, je ne sais pas si ça c'est le cas même dans les autres pays, mais le gouvernement italien a dit qu'il est en train de mettre en place un décret pour la régularisation et peut-être que dans les prochains jours on va avoir une forme de régularisation très limitée au secteur de l'agriculture, mais en tout cas je crois que on va l'avoir. Même si je peux un peu déborder de cette question de la régularisation, il y a aussi la question de l'accès à la procédure asile, qui est maintenant une question qui a un peu, c'est un peu lié aussi à la régularisation, parce que il y a des dizaines de milliers de demandeurs d'asile qui ont eu la
leur demande a été, comment on dit, respinta, pardon. Rejeté par les commissions. Et maintenant, beaucoup de ces personnes-là ont un travail, c'est-à-dire sont en train de travailler avec un permis de séjour qui est comme demandeur d'asile. Et ils ont fait une demande au tribunal, ils ont posé une plainte au tribunal contre le rejet de la commission. Et si ils ne peuvent pas avoir accès à la régularisation, à la fin de leur parcours judiciaire, même s'ils ont un travail, ils vont être irréguliers, parce que le permis de séjour de demandeur d'asile, même si tu as un travail, ne te permet pas de changer le titre de séjour. Et donc on fait une bataille même pour ces gens-là. Merci beaucoup Philippe. Tu nous as rapporté en plus dans une situation comme les rappels les participants à ce webinaire qui étaient entre les plus frappés par cette crise de Covid qui est l'Italie. Je passerai la parole à Ousmane Diarra. Je pense qu'il va intervenir par téléphone via un autre pour des questions aussi de connexion. Ousmane, tu travailles sur un sujet fondamental qui est celle de la question des expulsions. Le Mali, c'est aussi une situation de vulnérabilité double de la crise en cours, mais aussi de la crise sanitaire. Comment vous réagissez? Quelles sont les actions de la société civile? Quelle est la situation au Sahel plus en général et au Mali? Allô? Je pense qu'entre-temps... Bon, peut-être puisqu'on a encore beaucoup de temps donc je vais faire une deuxième question à mes intervenants qui sont là en attendant qu'on puisse se connecter avec Ousmane. Shadia, je reviens sur une thématique qui pour nous est centrale et qui aussi fait partie des particularités des analyses et des études. La situation des femmes réfugiées, demandeurs d'asile et migrants en route au Maghreb. Est-ce qu'il y a un double ou triple vulnérabilité dans ces situations-là, et notamment en sortant de la dimension du Maghreb, mais en parlant notamment des femmes travailleuses maghrébins, je pense notamment en Espagne, mais aussi dans d'autres pays européens. Là aussi, on est face à des situations de profonde vulnérabilité. Quelle est leur situation? Quelles réponses leur donner? Et plus en général, aussi, puisqu'on parle des mobilités, quelle est la situation des Maghrébins? Je sais qu'il y a des situations très particulières, très difficiles des Maghrébins en Europe aussi. Alors, merci pour cette question. Effectivement, les rapports de genre dans les migrations sont des questions qui sont très importantes à mon sens et qui sont aussi des problématiques particulières parce que les femmes migrantes sont aujourd'hui triplement discriminées, triplement vulnérabilisées et précarisées du fait d'abord de la pauvreté, de leur pauvreté, du fait pauvreté économique et sociale, du fait de leur situation de migration et puis du fait aussi de leur sexe, puisque quand on est femme, on est plus vulnérable dans les parcours de migration, dans les espaces de transit, on est plus sujet aux violences, aux viols, aux vols, aux arnaques, aux difficultés que subissent les migrants et que subissent encore plus les femmes migrantes. Ça me permet d'aller sur une question qui m'interpelle particulièrement et sur laquelle je travaille, qui sont les saisonnières marocaines qui partent chaque année cueillir les fraises dans la province de Huelva, dans le sud de l'Espagne. C'est un programme qui est mis en place entre l'Espagne et le Maroc depuis maintenant 2007 et qui permet à plusieurs milliers de femmes de partir chaque année travailler dans la récolte des fraises et qui permet surtout à une économie mondialisée et capitaliste qu'est l'Espagne de pouvoir exporter
la fraise à peu cher grâce à une main-d'œuvre qui est corvéable, malléable et docile à merci. Ces femmes sont choisies à la fois pour leur précarité, donc on a surtout des femmes pauvres qui partent du Maroc, mais on les choisit aussi parce qu'elles sont femmes, c'est-à-dire qu'on écarte les hommes, et on les choisit surtout parce qu'elles ont des enfants en bas âge pour être sûres qu'elles reviennent chez elles. Donc ça, c'est le contexte. Dans ce contexte, depuis maintenant 13 ans, on a des droits qui sont bafoués chaque année, des droits qui concernent le droit à la mobilité à l'intérieur même des coopératives où elles travaillent. Alors, on a parlé, par exemple, on parle beaucoup de confinement aujourd'hui, mais il faut savoir que ces femmes, depuis le début de leur travail, elles sont confinées dans des espaces restreints, enfermées, confinées à plusieurs dans des maisons, parfois en dur, mais pas toujours, et elles n'ont pas le droit de sortir. Le droit à la mobilité à l'international, puisque elles sont sujettes à cette migration circulaire, elles ne peuvent repartir que si elles reviennent au Maroc, et cela n'est pas toujours possible chaque année, elles ne savent pas si elles vont pouvoir repartir, et elles sont expulsables à tout moment. Le droit à la régularisation, les droits sociaux aussi, puisqu'elles n'ont ni droit au chômage, ni droit à la retraite, ni le droit à se mettre en association, à se syndiquer, ni le droit à la lutte pour leurs droits sociaux et à la contestation sociale. On a eu même des cas de harcèlement sexuel il y a 2 ans qui ont traversé ces problématiques des saisonnières marocaines, des dames de fraises en Espagne. Et le droit à la santé, puisque c'est celui qui nous concerne aujourd'hui, le droit à la vie, le droit à la santé. On est face à des femmes qui travaillent dans des milieux confinés, dans des serres extrêmement chaudes, à plusieurs, dans une promiscuité qui est assez importante. Ces fraises sont gorgées de pesticides, donc on ne sait pas ce qui va se passer. Pour moi, c'est une bombe à retardement pour les années à venir. Et dans le contexte du Covid-19 aujourd'hui, on sait que l'Espagne est touchée de plein fouet par cette crise sanitaire. Et aujourd'hui, on a 7000 femmes qui sont sur place, sur 16 600 qui devaient partir. Le Maroc a arrêté toutes celles qui devaient partir ensuite en bloquant les vols à l'international. Mais il faut savoir que ces femmes aujourd'hui travaillent, mais on ne sait pas dans quelles conditions elles travaillent. Est-ce qu'elles sont protégées? Est-ce que les barrières de santé sont bien mises en place? Est-ce qu'elles utilisent des masques, des gants? Est-ce que la distanciation sociale est possible? Moi, je ne le pense pas. Donc, je pense que c'est un sujet qui va véritablement falloir suivre sur le temps. Tu m'as posé une dernière question qui concerne les Maghrébins de manière générale en Europe, mais aussi au Maghreb. Et là, ça me fait dire qu'il y a pour moi trois groupes sur lesquels j'ai au moins envie de vous donner une information, même si elle est relativement courte, mais au moins vous dire que pour moi, il y a en France par exemple, mais en Europe de manière générale, on a la question de l'âge, on a des jeunes migrants, des étrangers qui sont des étudiants étrangers aujourd'hui, qui sont confinés dans des cités universitaires, dans 9 mètres carrés, qui sont précarisés parce qu'ils ne peuvent plus avoir accès à leur job étudiant, mais ils n'ont plus non plus accès aux espaces universitaires. Et on a des drames qui se produisent aujourd'hui au sein de ces étudiants étrangers du fait qu'il y a une crise à la fois sanitaire, mais il y a une crise aussi économique, sociale, voire même alimentaire pour certains. Donc voilà, avoir un regard là-dessus, je pense que c'est important. Quand je parle de l'âge, je parle aussi des plus âgés. On a un autre espace, à mon avis, qu'il va falloir surveiller, c'est les foyers de migrants. On a eu beaucoup d'appels de la société civile, d'associations de soutien de migrants en France qui alertaient sur les conditions sanitaires de ces vieux migrants qui sont âgés, souvent seuls, très précarisés, des financements très, très faibles, des retraites très petites parce que des emplois très hachés et peu rémunératifs, très peu rémunératifs. Donc, on a des populations qui sont en difficulté aujourd'hui sociale dans ces foyers de migrants. Et enfin, on a la question des rapatriements. Tous ceux qui sont bloqués aujourd'hui, que ce soit au Maroc pour des franco-marocains ou des franco-maghrébins, je parle aussi pour la Tunisie et l'Algérie, et inversement des Marocains, des Tunisiens, des Algériens qui sont aujourd'hui en France mais qui ne peuvent pas rentrer chez eux. On a des situations qui sont très inégales, mais je pense que c'est quelque chose qui a tout à fait à surveiller. Et puis il y a les rapatriements des corps, des migrants aussi, qui décèdent dans les pays d'installation, dans les pays d'immigration, qui pour moi sont des choses qu'il va falloir surveiller dans les jours et les semaines à venir, et qui sont une problématique déjà que les associations de migrants soulèvent aujourd'hui dans les tribunes et dans les communiqués qui sont faits. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais dire très rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je pourrais y revenir peut-être pendant le débat.
Ouais, avec toutes mes excuses pour cette rôle des réductions des temps et encore mille merci parce que tu as su quand même toucher les cœurs des questions centrales. On va essayer encore une fois de donner la parole à Ousmane. On espère que cette fois-ci on va y arriver. Ousmane, est-ce que tu nous entends? Oui, moi je vous entends très bien. Merci pour tout le monde. Merci Sarah et Philippot. Merci tout le monde. Alors, le Mali, je viens du Mali, Ousmane Dera de l'AME. Le Mali a enregistré, c'est l'un des pays qui a enregistré, c'est-à-dire le Covid-19, l'un des derniers pays. Et donc, le Mali a commencé à enregistrer à partir du 25 mars, à confirmer que la maladie de Covid-19 est installée au Mali. Alors, comme vous savez, le Mali, c'est un pays de transit, un pays d'accueil, et un pays de départ de beaucoup de migrants subsahariens. Alors, ici au Mali, depuis le 25 mai, le gouvernement a annoncé les premiers cas confirmés au Mali. Alors, ça commence à aggraver, il y a les nombres qui remontent. À nos jours, il y a, au Mali, nous sommes au nombre de 563 personnes positif qui est bien enregistré, 213 personnes guéries, 27 décès. Donc depuis le commencement de ce Covid-19, et les migrants de transit, les migrants établis au Mali ont eu vraiment des soucis, d'angoisse, parce qu'il n'y a pas de mesures saines, de mesures propres pour sauver ces migrants-là. Malgré que le gouvernement du Mali a pris des précautions et essaie de trouver des manières de barrière, essaie de voir l'éloignement des personnes. D'ailleurs, il y a même des couvre-feux qui ont instauré au Mali. Malgré tout, il n'y a pas de grandes mesures sanitaires qui est là pour pouvoir quand même garder ou sauvegarder ces migrants-là. Donc, la plupart des Maliens, des subsahariens, je peux dire, ne croyaient même pas que ce Covid-19 était une réalité en Afrique. Mais vu la sensibilisation, vu tout ce qui se passe en Europe, vu les images, certains d'entre nous ont bien compris que le Covid-19, c'est-à-dire la pandémie de coronavirus, existe très bien, mais peu de morts en Afrique, ça a donné vraiment des questionnements dans les grandes villes, dans les marchés, dans les mosquées, dans les lieux de travail. Les Maliens n'ont pas confiné. Beaucoup de pays en Afrique subsaharienne ne sont pas confinés, mais on sait que l'inconvénient est là. L'inconvénient est là. Il y a beaucoup de problèmes dramatiques dans ces pays. Donc, à partir du 19 mars, le Mali a essayé de trouver des mesures de fermeture de l'école, de fermeture de beaucoup d'établissements scolaires pendant 3 semaines renouvelables. La suspension des vols commerciaux provenant des pays touchés, l'interdiction du regroupement, de tous les regroupements, c'est-à-dire les conférences physiques, des débats, des manifestations qui ne peuvent pas dépasser de 50 personnes, donc tout est interdit. Ces premières mesures se sont vues renforcées par la suite de l'instauration d'un couvre-feu nocturne du 21h du soir à 5h du matin et la modification des horaires de travail. Donc aujourd'hui, l'heure de travail, c'est le matin à 8h, à 7h et la descente est à 14h. Donc voilà un peu les grandes mesures que le gouvernement a prises et les écoles ne fonctionnent pas. Le marché fonctionne très bien, les mosquées aussi, les mosquées fonctionnent. Voilà, est-ce que tu m'entends? Pardon, je vais juste poser une question directe sur la question Merci beaucoup de cet état des lieux sur la situation au Mali. Nous connaissons les Mali pour être un des principaux destinataires des vols d'expulsion depuis l'Europe. Nous connaissons les Mali aussi pour être les lieux de refoulement depuis l'Algérie beaucoup des migrants subsahariens.
Est-ce que les refoulements continuent? Est-ce qu'il y a eu une suspension? Quelle est la situation dans des villes de transit, des grosses villes de transit des migrants, notamment je pense à la ville de Gao? Est-ce que les migrants se trouvent dans une situation de détresse encore plus forte au vu aussi de la crise sanitaire? Effectivement, bien sûr que oui. À Gao, qui est la frontière entre le Mali et le Niger, donc les migrants sont bloqués. Et la maison des migrants de Gao a enregistré beaucoup de migrants qui sont venus dans la voie terrestre. Et pas seulement à Gao, mais aussi la frontière Mali-Mauritanie, comme les Mauritaniens ont refoulé beaucoup de subsahariens. Donc, précisément à Bogi et à Nioro du Sahel, il y a eu quand même des personnes bloquées. Mais je vous dis sans doute, depuis le coronavirus a commencé en Chine en décembre 2019, mais il faut savoir qu'en 2020 déjà, nous, on a enregistré beaucoup de migrants expulsés. Il y a eu même des arrivées massives, il y a eu des arrivées massives de refouler, rapatrier massif des migrants subsahariens de l'Algérie vers le Mali. En janvier, on comptait 791 migrants expulsés de l'Algérie vers le Mali contre 439 en 2019. Je veux dire en février passé. Alors, donc, en février 2020, 422 migrants de retour, et le mois de mars aussi, il y a eu des images, il y a eu beaucoup de migrants qui sont arrivés. Donc c'est pour vous dire que les vols, les charters qui étaient sur place auprès de l'OIM pour le rapatriement des migrants à partir de la Libye est momentanément arrêté, mais quand même il y a eu des migrants subsahariens, maliens, sénégalais, bloqués dans les frontières, à Bogi, à la frontière nigérienne, la frontière malienne. Donc c'est des drames qui sont là, mais on a enregistré les 3 derniers mois plus de 8000 personnes refoulées dans les pays voisins qui étaient même le départ pour aller en Europe. Merci beaucoup Ousmane, vraiment merci beaucoup, notamment parce que tu as pu porter ton témoignage depuis aussi dans une région dont on n'a pas toujours des informations. Je vous propose, puisque donc, on laissera un moment pour les questions, de l'écrire sur la chat et comme ça je peux les relever. Mais avant de passer aux questions du public, je vais vous donner la parole une autre fois à Filippo. Cet séminaire s'appelle les droits à la vie. On a parlé de l'accès aux droits économiques et sociaux, de l'accès à la santé, mais aussi nous avons vu notamment les tragiques week-ends de Pâques. C'est vraiment l'expression par omission de secours par les gouvernements maltais. Des centaines de migrants qui ont été refoulés illégalement dans un pays en guerre, la Libye, et l'annonce de la fermeture des ports de la part de l'Italie et Malte. Filippo, je te demande de déplacer dans la Méditerranée centrale, à Lampedusa, à Malte. Qu'est-ce qui passe aujourd'hui? On voit des violations constantes des droits fondamentaux. Comment cette situation est vécue aussi dans une crise sanitaire? Merci Sarah. Donc l'Italie n'a pas fermé les ports, ils ont fait un décret dans lequel ils ont dit que les ports italiens ne sont pas sûrs, mais seulement pour les bateaux qui ne sont pas italiens. C'est-à-dire ils ont introduit une condition d'absence de sûreté seulement pour les bateaux étrangers. Et ça, c'est pour nous une contradiction avec la loi italienne et aussi avec la loi internationale de l'Union européenne et internationale. C'est pour ça que nous, comme Arci, on a présenté une plainte au tribunal administratif de Rome en disant que cette décision du gouvernement italien c'est illégal.
Et le 20 du mois de mai de ce mois, il y aura la première rencontre au tribunal de Rome avec nos avocats. Et moi, je pense que l'Italie a continué cette criminalisation du sauvetage en disant qu'il faut empêcher à ceux qui font du search and rescue d'arriver en Italie, parce que à partir du mois de janvier de cette année, en Italie, ils sont arrivés un peu plus de 3000 personnes, et tout avec des bateaux qui partent ou de la Tunisie ou de la Libye, surtout de la Libye. Mais la guerre que le gouvernement italien a continué contre Search and Rescue le fait seulement contre les bateaux qui sont des ONG. Et donc, c'est une guerre contre un numéro de personnes qui est vraiment petit. Donc, c'est tout instrumental et comme on dit, c'est quelque chose qui sert à criminaliser l'immigration et tous ceux qui se battent pour légal. Donc là, on a présenté cette plainte et on a continué à dénoncer même ce qui se passe dans la Méditerranée centrale avec le gouvernement. On donnait à la garde-côte libyenne, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de faire des expulsions au lieu du gouvernement européen. Nous, on dit désormais, ça fait longtemps qu'on dit que les Libyens font des expulsions de l'Europe vers la Libye au nom de gouvernements européens, surtout de l'Italie. Et il y a aussi vous l'avez peut-être déjà vu, une plainte que Arci avec ASGI et avec le réseau GLAN a présenté à la Cour des comptes européenne, parce que l'Union européenne et l'Italie sont en train d'utiliser l'argent pour la coopération et le développement international pour faire des expulsions et des refoulements. Et ça, de notre avis, c'est que ça, c'est complètement illégal. Et donc, ce qui se passe à ce moment est que les frontières sont fermées, mais encore une fois, même si les frontières sont fermées, le gouvernement essaye de criminaliser l'immigration et tous les ONG qui font Search and Rescue. Vous m'avez entendu? Merci. Oui, il y a parfois des problèmes de connexion, mais on a entendu, le message est clair. L'Italie n'a pas fermé ses portes, mais l'Italie continue à criminaliser la solidarité et à continuer avec Malta à refouler des migrants en Libye, et ça c'est vraiment illégal et laisse mourir des gens. Maintenant, il y a un bateau pour la quarantaine, un bateau, oui. Nous on considère même illégal, parce que c'est un bateau italien, et donc les gens qui sont là par 2 semaines pour la quarantaine sont déjà dans le territoire italien, et donc on n'a pas compris pourquoi il faut tenir les personnes dans un bateau et pas dans un centre d'accueil en Italie. C'est seulement quelque chose qui, encore une fois, va dans la direction de la criminalisation des ONG et de la solidarité. Merci. Effectivement, cette idée des hotspots flottants, on l'a entendu, on l'a vu en pratique en Italie, on l'a entendu à Malte. Je vous propose d'aller vers notre conclusion en posant des questions qui viennent du public attentif de cet webinaire. Shadia, je vais commencer par toi en te demandant, je vois plusieurs questions. Alors, il y a une question qui est importante de rappeler. Nous avons constaté des limites de l'action des États. Nous avons constaté une action très vivante de la société civile, bien que cela devient de plus en plus difficile. Qu'est-ce qu'on peut faire encore plus? Ça, c'est une question que je poserai à tous, tout d'abord.
Je pense que c'est quelque chose qui relève un peu des différents débats. Deuxièmement, il y a une question qui dit, est-ce qu'on a des informations de départ des migrants d'Algérie vers la Tunisie, puisqu'on sait qu'en Algérie, il n'y a aucune prise en charge, aucune mesure qui a été adoptée. La Tunisie, même si limitée, a mis en place des mesures de protection. Est-ce qu'on voit des déplacements aussi à l'intérieur de la région maghrébine? Ça, c'est deux questions avec lesquelles j'ai commencé pour Shadia. Voilà. Très bien. Effectivement, ce qu'on n'a peut-être pas rappelé en introduction, c'est que on a deux frontières qui sont meurtrières. Hein. Filippo, vous l'avez dit à l'instant, la mer Méditerranée, qui aujourd'hui est un des cimetières les plus importants en Europe, et le Sahara, le désert du Sahara, où on a encore beaucoup de migrants. D'ailleurs, on ne connaît pas très bien la situation, qui meurent par des traversées très longues de marche dans des chaleurs pas possibles, avec des violences qui sont perpétrées. Il faut savoir que l'espace maghrébin, ce n'est pas un espace de libre circulation. Donc, on ne peut pas circuler librement. Et donc, il y a deux frontières qui sont extrêmement en tension aujourd'hui. C'est la frontière entre la Tunisie et la Libye et la frontière entre le Maroc et l'Algérie, où ça se renvoie la balle sur ces questions migratoires. Donc, pour répondre à la question sur est-ce qu'on a des informations de migrants algériens qui iraient vers la Tunisie, effectivement, comme l'Algérie n'a pas pris de mesures alors que le Maroc et la Tunisie ont décidé de prolonger tous les droits au séjour jusqu'à la fin de l'état d'urgence, même si ça pose encore plein d'autres questions, hein, mais en tous les cas, c'est une première marche sur un peu moins de violence, un peu plus d'égalité entre les migrants et les nationaux. On a appris par des militants algériens qui travaillent sur le terrain, et c'est très difficile d'avoir des informations, donc vraiment on les remercie, qui sont inscrits dans ces dynamiques du Forum social maghrébin, qui nous ont dit qu'effectivement, sachant qu'en Algérie il y avait ces mesures, et des amis migrants envoyaient à leurs compatriotes en Algérie en leur disant en Tunisie c'est plus ouvert, c'est plus facile d'avoir de la solidarité de la part de la population et d'accéder à des mesures temporaires jusqu'à la fin de cette crise sanitaire. Donc, combien sont-ils? Comment ça se passe? On n'a pas plus d'informations, mais c'est vrai que la société civile, pour répondre aussi à cette question, Sarah, la société civile elle a un rôle extrêmement important. Et aujourd'hui, au Maghreb, je vous ai donné un certain nombre d'associations de la société civile qui se mobilisent dans leurs États, mais on a aussi la dynamique du Forum social maghrébin qui essaye de travailler de manière plus unitaire, plus transversale sur la situation générale dans l'espace maghrébin et qui ont des revendications sur l'espace géographique dans son entièreté, comme permet les centres de rétention, créer des égalités sur la question sanitaire, sur la question du logement, etc. Et pour moi, ces dynamiques de la société civile, elles sont très importantes parce que c'est elles qui vont permettre à un moment de faire bouger les lignes, que ce soit au niveau politique ou au niveau juridique. Hein, on l'a vu avec cette délégation tunisienne qui a rencontré le ministère des Droits de l'Homme, mais on l'a vu par exemple au Maroc en 2014 quand le Conseil national des droits de l'homme a mis en place un rapport qui a permis les 2 vagues de régularisation et qui a permis une politique un peu plus accueillante, même si aujourd'hui c'est beaucoup plus répressif encore une fois au Maroc. Mais c'est grâce à cette société civile que les avancées, petites certes, mais c'est grâce à cette société civile qui se bouge, qu'on permet d'avoir un monde meilleur et un monde meilleur pour ces migrants. Donc je pense que la société civile, elle a un rôle extrêmement important et utile à la fois de miroir de ce qui se passe dans nos sociétés maghrébines, mais aussi de faire bouger les lignes à un certain moment sur le volet juridique et politique. Et c'est ce qui est important parce que c'est ça qui va permettre à ces migrants à un moment de pouvoir travailler, se loger, se soigner, s'installer, vivre tout simplement dans ces pays du Maghreb. Ok, merci. Parmi les différentes questions, il y en a une sur la possibilité de se mobiliser à niveau européen. Quelle coordination possible? Alors, juste, je me permets d'introduire une petite intervention, puisque je travaille pour un réseau international
international qui s'appelle Euromed Droit, il y a des mobilisations qui se font de plus en plus, et ce qui est très important, ce n'est pas simplement à niveau européen, mais au niveau aussi des deux rives de la Méditerranée de façon élargie, justement pour mettre en commun les différentes mobilisations. On voit énormément de points. Shadia parlait des centres de rétention. En France, c'était une des grosses batailles de la société civile, avec aussi de l'action en justice sur cela. Donc, il y a vraiment de plus en plus de points communs, et ça, c'est vraiment un engagement que les organisations sont en train de faire. Mais sur ça, je redonne aussi la parole à Filippo et ensuite à Ousmane pour savoir est-ce que, donc tu nous as parlé Filippo de la question de la plainte à la Cour des comptes de l'Union européenne sur les soutiens aux Gardes côtes-libyens, tu nous as parlé du recours au tribunal administratif sur la question de la fermeture des ports. Est-ce que vous envisagez, notamment aussi sur la question de la régularisation, une action au niveau européen avec les autres sociétés civiles, avec les autres associations, comment on peut donner une réponse plus collective dans ce sens? C'est ça les différents, si je résume bien, des questionnements importants qui sont émergés des questions du public. Oui, merci Sarah. Bon, c'est pas une question très simple. D'abord, il faut savoir que même au niveau national et au niveau local, dans la crise du Covid-19, il y a beaucoup de difficultés à se mobiliser à tout niveau. Et donc, je crois que des initiatives comme le dialogue global qu'on est en train de faire là sont des initiatives qui peuvent être utilisées pour mettre en place des réseaux qui maintenant au niveau international ont beaucoup de difficultés à marcher. Je pense qu'à partir de cette initiative et de tout le réseau et les campagnes qui déjà existent, il faut avoir des objectifs plus généraux et plus, comment on peut dire, plus efficaces. Parce que l'Europe, même dans cette crise du Covid-19, est en train encore une fois de mettre en place tout utile pour criminaliser la solidarité et pour fermer les frontières et expulser les personnes. Et donc, il faut savoir que la sortie de cette crise peut être aussi, je ne sais pas si en français ça c'est bien aussi une sortie à droite, c'est-à-dire une sortie qui renforce la droite raciste. Parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de solidarité à tout niveau, mais c'est vrai aussi que les gens ont plus peur qu'avant de la crise du Covid-19. Et donc il faut savoir qui est aussi notre responsabilité, c'est la sortie de cette crise pourra être une sortie à droite, c'est-à-dire que l'extrême droite, qui est très présente dans tous les pays de l'Europe et pas seulement de l'Europe, peut sortir renforcée de cette crise à cause de la peur que beaucoup de monde a, et donc même en utilisant la criminalisation de l'immigration, encore une fois, comme utile pour l'extrême droite, ou si nous, le militant de l'antiracisme et des droits des immigrés, des demandeurs d'asile, seront capables de mettre en place un réseau international plus fort et qui doit partir de cette initiative globale, je pense, parce qu'il n'y a pas des autres initiatives au niveau international qui est capable de mettre ensemble, de faire une sorte de réseau international à ce moment-là. Donc, je propose aussi, je pense qu'il faut discuter de partir de ce réseau pour mettre en place quelque chose au niveau international et qui nous permet de pousser vers une sortie de la crise qui est une sortie avec plus de droits, plus de liberté et pas avec plus de racisme, parce que ça c'est le risque, je crois.
Merci Filippo. Tu as en même temps répondu aussi à notre question très importante de notre public. Est-ce que vous avez l'impression que le discours d'extrême droite, raciste, anti-migrant est en déclin, au contraire, encore plus fort avec la pandémie? Tu nous as répondu entre-temps en disant que les risques est là, qui sort encore plus fortifié de cette crise sanitaire, comme conséquence de cette crise sanitaire. Et tu nous as donné aussi une réponse fondamentale qui c'est une collaboration encore plus étroite entre la société civile des différents continents. Si c'est possible, est-ce qu'on peut poser des questions à Ousmane? Je ne vois deux entre le public. Une très pratique, qu'est-ce que font les mouvements sociaux et les partis progressistes pour contrer la répression, les confinements des migrants? Alors, je pense que cette question pose vaut tant pour la crise, en période de crise sanitaire, mais plus en général, vu qu'au Mali, on a quand même des situations très difficiles pour les migrants. Et je vais vu aussi une question intéressante sur la dimension de la sécurité. On sait que c'est une région, les Sahel, qui est très instable. Est-ce que cette situation de crise sanitaire ne fait qu'augmenter ou meilleure la situation d'instabilité au niveau de la sécurité de la région sahélo-sahelienne? Ousmane, est-ce que tu peux nous... Merci pour la question. Je sais que la sécurité des peuples maliens ne sont pas d'abord garanties, et en plus forte que la sécurité des migrants. Alors aujourd'hui, comme tout le monde le sait avec moi, le Mali, depuis à ma introduction, j'ai dit le 25 mai passé, le Mali a connu le premier cas du coronavirus. Mais malgré ce cas de coronavirus, l'État malien, le gouvernement du Mali a organisé une élection législative. Une élection législative, il n'y avait pas beaucoup de mesures de barrières, il n'y avait pas de mesures sanitaires, et il a été vraiment respecté pour vraiment la sécurité des Maliens. Alors, au-delà, depuis hier et aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit dans les régions du Mali, dans les communes de Bamako, sur la réponse de l'élection législative. Parce que les réponses sont sorties, l'opposition n'est pas d'accord, les partis politiques ne sont pas d'accord, donc la sécurisation des personnes est comme une sécurisation zéro. Alors, à l'intérieur du pays, vous avez compris avec moi, le Mali a connu une guerre depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui. Les déplacés sont à Bamako, ils sont sans abri, il n'y a pas de mesures sanitaires prises en charge totale par le gouvernement du Mali. Le confinement n'a jamais été fait à Bamako ni au Mali. Voilà, les mesures sécuritaires n'est pas vraiment de vraies mesures qui peuvent vraiment sécuriser ni les migrants au Mali, les migrants, c'est-à-dire les autres ressortissants qui se trouvent au Mali, ni les Maliens, ni les déplacés, ni le peuple malien. Alors, donc c'est pour vous dire que si on parle de la sécurisation, de la sécurité de la population migrante, le gouvernement du Mali n'a jamais pensé comment sécuriser les migrants de l'autre nationalité qui se trouvent au Mali. Ça, c'est une partie. D'autre partie, il y a les déplacés. Et enfin, je vous dirais que le peuple du Mali ne connaît pas la sécurisation sanitaire, ne connaît pas la sécurisation politique, et il n'y a pas la sécurité chez nous. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Tu as répondu très bien, merci beaucoup Ousmane. Nous a permis vraiment d'avoir un regard sur la population malienne et pour les migrants et réfugiés qui sont en transit dans ces pays. Shadia, nous approchons vraiment vers la fin de cet webinaire. Il y a deux questions qui semblent être plutôt relatives d'un côté au Maghreb. Alors, même question que pour l'Europe.
quid de la situation du racisme au Maghreb en ce moment et surtout vers la sortie? Est-ce qu'on craint aussi là une augmentation du taux de racisme suite à cette crise aussi au Maghreb? Deuxième question qui relève de la France, je ne sais pas si tu peux nous répondre ou Filippo, est-ce qu'il y a eu aussi une prolongation des titres de séjour en France comme mesure, c'est le cas de l'Italie, c'est le cas aussi d'autres pays, est-ce que c'était le cas aussi en France sur la prolongation du titre de séjour? Voilà, donc ça c'est les deux dernières questions. Je te demande, Shadia, de rester concis parce que je voudrais prendre une dernière minute pour valoriser les très intéressantes interventions que vous avez tous faites. Très bien, c'est toujours compliqué d'être synthétique, mais je vais tenter. Sur la prolongation des titres de séjour en France, effectivement, il y a eu, comme dans les autres États, des mesures très timides qui ont été on ne va pas expulser pendant l'état d'urgence, mais effectivement, on est quand même très vigilant à ce qui va se passer d'abord pendant, mais surtout après. Et puis, on se pose aussi des questions sur les centres de rétention, que ce soit en Europe ou dans les pays du Maghreb. Les remontées de la société civile sur les questions de discrimination, depuis toujours, d'abord, on a des discriminations très fortes à l'envers des migrants subsahariens, que ce soit en Tunisie, en Algérie ou au Maroc, et encore plus fortement en Libye où la situation elle est encore plus complexe et on a encore moins d'informations. Donc moi je suppose que pendant le confinement, les renvois, les expulsions, les renvois des logements notamment, on a entendu beaucoup de retours de bailleurs qui se permettaient de renvoyer très facilement des migrants dehors. Donc là-dessus aussi, il va falloir être très vigilant. Et je voulais rebondir aussi là-dessus, sur les sociétés civiles d'ici et de là-bas. Je pense qu'elles n'ont pas d'autre nécessité que de travailler main dans la main, puisque aujourd'hui l'Union européenne et nos pays aussi du Maghreb nous obligent à cette politique sécuritaire discriminante, violente envers les migrants. On n'a pas d'autre choix que de travailler de manière solidaire entre les sociétés civiles du Nord et comme les sociétés civiles du Sud, et de travailler ensemble à ce qu'il y ait plus de droits humains, plus de justice sociale, plus de justice écologique aussi, parce que cette crise sanitaire, elle appelle aussi à de nouveaux modes de fonctionnement, à un monde de demain qu'on voudrait beaucoup plus juste là-dessus. Et ça me permet juste de vous dire que, par exemple, il y a un événement international qui va être accueilli par la Tunisie avant la fin de l'année, qui est le tribunal permanent des peuples, et qui va mettre en accusation les pays du Maghreb sur cette question en particulier de la politique migratoire maghrébine, sur les questions de discrimination, de violation, de viol, de torture, d'expulsion abusive, d'exploitation, de violence dans les centres de rétention. Donc ça va se passer avant la fin de l'année, et ça c'est un acte important, d'abord pour les Maghrébins, mais aussi pour la société civile de manière générale, mondiale, parce que c'est un événement international. Donc voilà un petit peu pour répondre et pour conclure pour ma part. Merci Shadia, surtout parce que tu es resté vraiment dans les temps, tu nous as laissé juste 5 minutes pour remercier de votre attention le public, pour remercier vraiment un grand merci encore une fois aux 3 intervenants pour leurs précieux témoignages. Je pense qu'on se laisse avec un constat, les violations des droits fondamentaux des migrants, l'accès à la santé, aux droits économiques et sociaux, les droits à la vie même étaient bafoués avant cette crise à niveau de ce qui concerne les migrants et les réfugiés. La crise n'a fait qu'en certaines situations renforcer cette situation de vulnérabilité. Des petites ouvertures apparaissent, notamment pour la prise en charge et la régularisation dans certains États. Ce qu'on voit, c'est une voix de la société civile qui reste très forte, très élevée pour dénoncer tout ce qui se passe en termes de violation des droits fondamentaux, pour revendiquer un accès aux droits, mais en voix de la société civile qui doit, et je pense que ça c'était unanime, s'est renforcée dans l'union et la collaboration entre différents continents et des 2 rives de la Méditerranée de façon élargie jusqu'aux États-Unis et au Canada.
Ça, c'est un engagement avec lequel je pense qu'il faut vraiment saluer. Et encore une fois, merci aux organisateurs, merci au public, merci aux intervenants. Nous avons, et Shadia nous a donné un prochain rendez-vous au tribunal permanent des peuples, mais d'autres occasions seront vraiment les moments pour échanger afin que le droit à la vie des migrants, réfugiés, demandeurs d'asile soit toujours respecté. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais nous sommes là pour revendiquer un respect universel de ces droits fondamentaux. Merci. Merci.